artiste féminine du hip-hop. Ouais. Comment tu vois ton rôle dans la game et dans l'industrie musicale? Moi, je vais être une source d'inspiration, de motivation pour pousser les femmes à être plus présentes dans le milieu du hip-hop au Québec parce que c'est dominé par les hommes dans tous les aspects, que ce soit les artistes, que ce soit les producteurs, les réalisateurs. Je travaille 95% juste avec des hommes. Donc, il faut qu'on soit plus présente pour qu'on soit plus représenté dans la musique qu'on écoute puis les visuels qu'on voit. OK. Qu'est-ce que tu ramènes de plus justement dans la game pour faire la différence? Moi, ce que j'amène dans la game, dans le milieu plutôt de la musique urbaine hip-hop au Québec, c'est mon expérience. J'ai produit toute ma musique. C'est moi qui écris mes paroles. C'est moi qui fais le top lining. J'assiste au mixing, au mastering. Je produis mes vidéoclips. Donc, je suis présente dans tous les aspects de production de la musique hip-hop. Okay. Et ça fait en sorte que je suis peut-être quelqu'un qui va pouvoir inspirer une autre femme à faire les mêmes démarches, puis être plus présente, puis gagner des prix, puis sortir de la musique qui vaut la peine d'être entendue. Mais tu trouves pas qu'il y a un côté entrepreneur déjà dans ce que 100%, ben oui. Non, c'est sûr que j'ai la fibre entrepreneuriale. Ma famille, c'est tous des entrepreneurs. Eux, ils font ça plus en immobilier. Moi, c'est dans l'aspect musique parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime le plus. Mais c'est sûr que genre... En fait, tout le monde dit que moi, je suis une hustler. Je travaille fort. J'ai pas peur d'aller de l'avant puis de pousser mes idées parce que la musique, pour moi, c'est tout. Okay. Quand je suis pas intéressée par un sujet, j'irai pas en profondeur. Mais si ça a rapport avec la musique puis la création de musique, je vais être là à toutes les étapes de création et de promotion et behind the scenes aussi. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais au primaire, c'est ça. J'ai toujours été hypnotisée par les histoires, les films. Donc, j'ai commencé à rédiger des chansons à l'école. Puis c'est ça, j'allais à l'école trilingue, donc j'écrivais en anglais, français, en espagnol. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, la musique. Donc j'écrivais comme pour le plaisir. Puis après ça, quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à prendre des cours pour la production de musique. Puis j'ai réalisé que c'est quelque chose que j'aimais tellement faire que je pouvais passer 8 heures d'école. J'ai pas vu la journée passer, là, j'ai rien vu. Puis après ça, le prof et moi, mon mentor, Cody Olivis, me laissait la clé du studio de l'école. C'était pas correct, là, c'était pas approuvé du tout. Il me laissait la clé, puis je pouvais rester dans le studio jusqu'à 2-3 heures du matin, travailler sur des chansons, écrire des textes, essayer le MIDI controller. Puis j'étais comme, OK, faut que je fasse ça à chaque jour de ma vie parce que c'est trop agréable. J'ai trop de plaisir. Donc là, j'ai su qu'il fallait que je poursuive cette avenue comme une profession, pas juste un hobby, une profession. Okay. Là, j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à écrire des chansons, aller en studio, faire des collaborations à travers SoundCloud, à travers Instagram. Tranquillement, ça a évolué. Mais la façon que j'écris les chansons, en fait, ça a vraiment changé quand j'ai commencé à faire de la méditation. D'accord. Ouais, de la méditation transcendantale. Donc, à 18 ans, j'ai commencé à faire de la méditation 2 fois par jour, 20 minutes. Ça faisait en sorte que j'étais tellement relax puis bien. J'étais juste pleine d'idées, pleine de créativité. Donc, je commençais à écrire des petits bouts de chansons en classe. Après ça, des fois, je conduisais, il fallait que je me mette sur le côté, écrire une phrase ou deux. J'écoutais un film, j'étais capable de recueillir des points importants ou des phrases qui venaient me chercher. Puis à la fin de la journée, j'avais 2 ou 3 chansons écrites. Donc, en 1 an, ma première année de pratique de méditation, moi, je sais que c'est relié, là. J'ai écrit 200 chansons, en fait. OK. Fait que là, j'ai comme des centaines de chansons écrites qui attendent juste à être concrétisées. Veda, c'est un nom d'artiste, mais ça vient d'où? Veda, c'est également mon nom légal du milieu. Okay. Mes parents aiment beaucoup la culture indienne. Puis en Inde, The Vedas, c'est les scripts religieux les plus anciens. Donc, Veda, ça veut dire connaissance de la vie en sanskrit. Puis quand c'était le temps de trouver un nom d'artiste pour moi, je me suis dit, c'est parfait parce que avec ma musique, mon but, c'est de partager mes expériences de vie. Puis Veda, connaissance de la vie, ça faisait tellement du sens. Puis j'ai conservé ce nom depuis. Pour toi, c'est quoi tes plus grandes inspirations? OK, mes plus grandes inspirations, j'ai grandi avec Missy Elliott, Gwen Stefani, Fergie, Black Eyed Peas,
c'est tous des artistes ultra excentriques, avec des voix atypiques aussi. Donc, ça vient vraiment chercher les éléments que j'aime dans ma musique aussi. Et dans ces artistes que tu viens de me nommer, est-ce que tu as eu la chance d'en rencontrer, d'en croiser? Oh my God. Oui, j'ai croisé les Black Eyed Peas quand j'étais à Los Angeles. J'étais en train de bruncher, on les a croisés à l'extérieur, puis je suis allée leur parler parce que pour moi, quand j'étais jeune, l'album comme Monkey Business et Elephant, j'écoutais ça pendant que j'étais en classe, après l'école, en arrivant chez moi, j'écoutais les vidéoclips, je recréais les danses, je me mettais en robe puis je créais des chorégraphies là-dessus. Donc, c'était vraiment la base de l'artiste que j'allais être, les Black Eyed Peas, puis de les croiser en vrai. Il fallait que je leur dise merci. C'était vraiment magique de grandir avec votre musique, puis votre style vestimentaire aussi, puis les messages qu'ils véhiculaient dans la musique, c'est tout le temps vraiment... C'est tout le temps positif aussi. Ça allait me chercher beaucoup. Comment tu utilises ton style vestimentaire pour exprimer ton identité artistique? Ouais, pour moi, la mode, j'ai toujours aimé ça. À la maternelle, mes photos, je porte des talons à la maternelle. Ma mère, elle a accepté ça, c'était pas un problème. Ça en dit long. Mais j'ai toujours aimé la mode. Puis pour moi, c'est complémentaire à la musique. Okay. Surtout dans le milieu du hip-hop urbain. Okay. C'est complémentaire, ça fait partie du branding de l'artiste. Donc, qu'est-ce que tu projettes? Donc, c'est très important. Puis désormais, on dirait que j'ai passé par-dessus le fait qu'on se fait juger pour qu'est-ce qu'on porte, le style qu'on représente, puis ça me dérange plus. Donc, je pense que je porte vraiment juste qu'est-ce que j'ai envie de porter, puis les gens se retrouvent là-dedans. Parce qu'en fait, on s'en fout vraiment de l'opinion des autres. Ce qui compte, c'est que tu sois à l'aise avec ce que tu portes. Qu'est-ce qui t'a mené à Los Angeles? Dans le fond, moi, j'ai gradué avec un baccalauréat en conception sonore aux États-Unis, en Iowa. L'endroit le plus perdu, mais c'était vraiment bénéfique. Ça m'a permis de me concentrer sur la musique. Puis, quand j'ai terminé, je me suis dit, il faut absolument que je sois projetée dans le milieu de la musique tout de suite. Puis, ayant vécu aux US, je me suis dit, je vais aller directement à la mecca du hip-hop, puis de la musique en général, Los Angeles. Donc, je suis allée direct, en connaissant personne. J'avais pas d'appartement, j'avais pas d'amis là-bas, j'avais pas de connaissances, pas de travail surtout. Puis on sait que ça coûte cher là-bas à aller. Puis je suis juste déménagée direct. J'ai commencé à faire un programme vocal à la Musicians Institute à Hollywood. Okay. C'est un programme pour développer les techniques vocales, dans le fond. Puis en même temps, moi, je pensais que j'allais arriver là-bas, me pointer à un studio, à un label, puis dire « Allô, je m'appelle Veda, j'écris des chansons. » Puis je pensais être signée, sincèrement, je pensais être signée en 1 mois ou 2. Je me suis dit, on joue toutes nos cartes, on y va, on donne notre 100%. Puis quand je suis arrivée là-bas, c'était tellement un monde inconnu. Puis c'était juste avant la pandémie. Fallait prendre des rendez-vous plusieurs mois à l'avance pour aller en studio, rencontrer des producteurs. J'ai eu 0 rencontre, là. En fait, j'en ai eu une, puis ça n'a pas bien été. Donc, je me suis dit, OK, c'est une espèce de début de parcours tumultueux, pas agréable. J'avais plus d'argent parce que je dépensais tout dans mon loyer puis la vie à LA. Puis après quelques mois, je me suis dit, OK, faut que je retourne chez moi, je fasse des bonnes démos, puis à partir de ça, je vais pouvoir me vendre mieux. Fait que je retourne au Québec, vivre dans le coin à Montréal, enregistrer mon premier EP qui s'appelle Get Burnt. Puis après ça, je l'ai sorti, puis ça a été le début de l'aventure réelle. On va revenir sur ton expérience en tant que femme dans l'industrie. OK. Bon, on sait que le hip-hop est souvent considéré comme un genre dominé par les hommes. Ouais. Toi, comment tu navigues dans cette industrie en tant que femme et les défis auxquels tu es confrontée? Et comment tu penses trouver ta place? Oh, c'est des bonnes questions. Dès le début de mon parcours professionnel en tant qu'artiste dans le milieu urbain hip-hop au Québec, j'ai fait face à beaucoup d'obstacles. Déjà, en partant, quand j'appelais les maisons de disques hip-hop, ils me disaient « On représente pas de femmes présentement. » Ah ouais. OK. On les trouve pas nécessairement assez douées. Il y en a pas une qui sort du lot assez. OK. La moitié de la population est pas au niveau. Pas de problème, OK, je vais aller chercher ailleurs. Après ça, quand j'avais finalement des rencontres avec des producteurs ou des maisons d'édition ou de production, c'était souvent avec des hommes. Puis là, on me proposait pas juste des rencontres professionnelles. Je sais pas si tu me suis. Bien sûr. Fait que là,
moi, j'essaie juste de travailler, là. J'essaie juste de pouvoir vivre de ma musique, mais on me propose de soit pas me représenter ou me représenter à un prix qui vaut pas la peine. Tu me suis? Ouais. Je suis comme, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse toutes les démarches seule? En fait, la réponse était oui. Fait que j'ai entamé tout le processus seule. Je me suis dit, je vais pas attendre après une maison de disques, ni un producteur, ni une maison d'édition. Je vais sortir ma musique. Ce que j'ai fait, mon premier EP durant la pandémie, je l'ai sorti seule avec DistroKid. Ouais. J'ai chaque sou qui a été dépensé là-dedans, ça venait de ma poche, de ma paye. Mais je devais pas rendre de compte à personne. Puis j'ai pas eu à baisser, comment je pourrais dire, mes standards non plus. Est-ce que Veda est une féministe? Ben oui. En fait, moi, la justice, peu importe qui t'es, je pense que c'est important d'avoir les mêmes droits. Puis souvent, les femmes, ben, même encore aujourd'hui, c'est prouvé statistiquement, on n'a pas les mêmes salaires, des fois, on n'a pas les mêmes ressources. Donc, s'il faut être féministe, oui, mais en fait, moi, je souhaite juste que tout le monde puisse partir du même endroit, que ce soit juste. OK. Donc, l'album Mon Boy, ça a commencé l'année dernière en décembre. J'étais au Mexique, puis je suis complètement tombée en amour avec quelqu'un que j'ai rencontré là-bas, un surfeur, OK? Fait que, relation super intense, mais après ça, après quelques mois, j'ai dû retourner au Québec. J'ai vécu la pire peine d'amour de ma vie. Je me suis dit, c'est la première fois que je vais utiliser l'amour comme thématique principale, parce que c'était la première fois de ma vie que je vivais une peine d'amour aussi violente. Ça m'a fouettée. Je me suis dit, il faut vraiment que je partage ça parce que, wow, c'est réel. Moi, je pensais que les gens exagéraient dans les chansons. Là, j'étais comme, non, quand tu vis quelque chose d'aussi intense, il faut que tu l'évacues d'une certaine façon. Moi, c'est à travers la musique. J'ai commencé à écrire des chansons dont Mon Boy, Trop jeune, Clonage. Là, je me suis dit, OK, j'ai assez de contenu pour un EP ou peut-être même un album, mais j'avais pas rien, j'ai pas d'équipe, moi. Je travaille seule. Je me suis dit, on va commencer à faire ça pour le plaisir. On va produire l'album moi-même. Je vais aller en studio. Donc, à partir de ce moment-là, février l'année dernière, je commençais à enregistrer des chansons, mix, mastering, shooter le vidéoclip à Los Angeles. Puis, il y a comme 2 ou 3 mois, j'étais comme, OK, j'ai un album complet qui a juste besoin d'être mis de l'avant, là. Cet album, Mon Boy, est-ce que ce boy-là va l'écouter? Est-ce que tu vas lui envoyer les chansons? Oui, il les a déjà entendues. Oui. Il les adore. OK. Mais c'est sûr que c'est émotif. C'est émotionnel, c'est émotif. Donc, il les a entendus, il les aime, mais ça pince un peu quand même. Chaque chanson que j'écris vient d'une expérience que j'ai vécue qui, selon moi, méritait d'être exprimée. Donc, c'est sûr que c'est une histoire pour moi qui a été très puissante, mais c'est pas, Mon Boy, l'album, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire de croissance personnelle qui s'est vécue dans plusieurs branches. Amoureuse, relations amicales, familiales, professionnelle aussi. Je parle de ma croissance professionnelle en tant qu'artiste dans mes chansons, dans la chanson Clonage, Trop jeune, Tournée aussi. Donc, il y a plein de thématiques que je sais que plein de gens vont pouvoir se retrouver dedans. Et en parlant de la famille, oui. Est-ce que tes parents te supportent dans tout ça? Mes parents sont incroyables parce que, ils me supportent dans ma musique depuis le début. Ils me supportent de façon... avec toutes les ressources qu'ils peuvent, ils vont me les offrir pour que ça puisse aller de l'avant. C'est pas tous les parents qui vont faire ça. Puis depuis le début, là, même quand mes démos étaient moyens, là, j'avais pas le même ingénieur de son, j'avais pas les mêmes beatmakers. Là, je travaille avec des gars qui travaillent avec Drake. Là. Puis avant, je leur trouvais des instrumentaux qui étaient sur Internet à 20 $, OK? Mais même là, ils étaient comme, si t'as besoin de quelque chose, on te le donne. Si t'as besoin d'aide, si t'as besoin d'un avocat pour bien comprendre les contrats, on va t'aider. Fais ça de façon durable. Aide-toi, outille-toi avec les bonnes ressources. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment été chanceuse pour ça. Qu'est-ce que tu penses de la scène hip-hop au Québec? La scène hip-hop au Québec, super bonne. Toujours en mode émergente. Il y a plein de gens talentueux. Puis présentement, c'est ça, il y a un monopole plus masculin. Ça va vraiment être cool de pouvoir se dire bientôt, ça, c'est ma
rappeuse préférée du Québec, ça c'est mon rappeur préféré du Québec, ou de l'Estrie ou de Montréal. Parce que dépendamment de la région, il y en a qui sont moins connus, plus connus, mais il y en a plein qui sont bons. Tu sais, fait que bientôt on va pouvoir dire ça. Dépendamment de la région que tu vas avoir ton meilleur rappeur puis ta meilleure rappeuse de ta région. Mais c'est encore en développement. Faut qu'on ait accès à des bourses. Puis pour ça, il faut être signé par une maison de disques. Puis si les maisons de disques ne signent pas de femmes, comment est-ce que tu peux avoir la bourse? C'est un cercle vicieux. Donc, plus d'opportunités pour les femmes dans le milieu du hip-hop, ça veut dire des meilleurs vidéoclips, des meilleures performances, des meilleures chansons et une meilleure visibilité aussi. Alors, je t'imagine avec ta compagnie de disques. Yeah. Et puis, tu as 2 artistes qui arrivent, un homme et une femme. Ouais. Tu signes qui? Ben écoute, le talent, c'est primordial. Mais je vais écouter les deux avec la même ouverture, 100%. Puis espérons qu'il y a plus que 2 artistes qui vont venir me voir. Ouais. Si je fais bien mon travail, il va en avoir plusieurs, de tous les genres. Je vais pouvoir y aller avec qu'est-ce qui crée une réaction en moi physiologiquement avec la musique. C'est avec ça que je vais y aller. Mais je vais leur offrir au moins de les écouter. La même opportunité au moins. Quand tu es un artiste, il faut vraiment que tu sois drillé pour comprendre l'aspect légal, parce que l'aspect légal vient jouer sur l'aspect créatif. Si tu comprends pas tes droits ou si ça t'est mal expliqué, ce qui arrive souvent, ta fondation est pas bonne. Moi-même, souvent, quand j'ai demandé de l'aide légale, j'ai même pas eu les bonnes informations. Donc, j'investis pour avoir de l'aide qui est pas de l'aide, finalement. Ça marche pas. Trouvez-vous un bon avocat, trouvez-vous un mentor qui vraiment a vos intérêts à cœur. Puis là, tu vas pouvoir commencer à travailler bien à titre d'artiste, mais il faut que tu comprennes les bases. Ouais. Si tu comprends pas les bases, la maison de disque le sait. Tu es un nouvel artiste de 18 ans, ton potentiel est incroyable. Signe le contrat rapidement, parce qu'on a des délais de à peu près 4 jours pour nous renvoyer sans qu'on te stresse. Puis, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Mais l'artiste n'a jamais vu un contrat, comprend pas les termes ni les clauses, puis même lorsque tu les lis, c'est pas la façon que c'est interprété de façon légale. Donc, investissez en vous, les artistes. Investissez dans un avocat en propriété intellectuelle. Entourez-vous d'un mentor, un producteur qui est legit. Peut-être que ça vaut la peine, peut-être que non. Mais suivez les tutoriels en ligne, parlez avec d'autres artistes. J'apprends à chaque projet, là, moi-même. Mais la meilleure chose, c'est d'être indépendant puis de comprendre qu'est-ce qu'on signe puis qu'est-ce qu'on fait. Toi, comment tu gères les critiques sur tes chansons? Ah, ben c'est normal. Ouais. C'est normal. Mon père m'a toujours dit, si quelqu'un est méchant avec toi, ignore-les. Tu commences pas à tomber dans le pettiness de comme, ah ouais, tu penses ça? Ils ont le droit d'avoir leur opinion, puis c'est normal. Puis c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec toi, c'est pas tout le monde qui va aimer qu'est-ce que tu fais, mais focus sur est-ce que toi t'aimes qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est tout ce qui importe au final. Donc, je trouve que c'est normal que tout le monde ait leur opinion, mais il faut que tu te concentres sur qu'est-ce que tu as à accomplir. Faut jamais que tu t'arrêtes à l'opinion des autres. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'était nice.